Ouh, Bienvenue sur cette chaîne data qui est... Chouette. chouette. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Romain et Manel, tous les deux CSA Data chez Microsoft. Ils étaient déjà venus pour nous présenter un petit peu Semantic Link dans un premier épisode. Aujourd'hui, ils ont pour objectif de nous présenter des nouveautés de ce côté-là. D'ailleurs, je crois que Manel, tu vas un petit peu nous présenter Semantic Link, parce que moi, personnellement, j'ai un petit peu oublié ce que c'était. Et j'aimerais bien avoir l'overview de cette partie-là. Eh ben, avec plaisir. Donc, déjà, Semantic Link Lab est fondé sur la bibliothèque Python qui s'appelait SymPy, qui était initialement destinée aux data scientists et qui avait pour but justement de créer un lien entre les data scientists et les modèles de sémantique qui étaient créés dans Power BI. Donc, on va retrouver pas mal de fonctionnalités qui nous permettent justement de lister, par exemple, le tome, d'aller lister les différentes capacités qu'on a au niveau d'un tenant fabrique, etc., etc. Donc, on a pas mal de fonctionnalités qui nous permettent de collecter des données de fabrique. Et justement, l'idée était de se dire pourquoi on n'utiliserait pas ces fonctionnalités pour automatiser certaines tâches de développement ou d'administration dans Power BI. Et c'est comme ça qu'est né le Semantic Link Lab, qui est aussi une bibliothèque Python, mais cette fois-ci, on va retrouver des fonctionnalités dédiées à Fabric qui nous permettent d'automatiser plusieurs tâches. On a déjà présenté pas mal sur l'épisode 1 de Semantic Link Lab. Oui, en effet, donc c'est une librairie open source, donc enrichie par la communauté. La dernière fois, présenté différentes choses, différentes capacités de cette librairie, notamment le fait de pouvoir exécuter un best practice analyzer sur un ensemble de workspace, sur un ensemble de sémantic modèles, d'exécuter le Vertipack Analyzer, de traduire un sémantic modèle juste en quelques lignes de code, ou encore pour analyser la qualité des développements côté reporting, pour voir notamment si il y avait des breaking change, notamment sur les rapports, et très à la mode aujourd'hui pour migrer les capacités premium vers Fabric en quelques lignes de code encore une fois. Donc on a présenté ces différents use cases. Aujourd'hui, on va en présenter de nouveaux puisque la librairie a évolué, donc on va pouvoir en présenter. Moi, perso, je l'ai déjà eu à l'utiliser pour des migrations P2F, c'est top. Mais le Link Labs pour les développeurs, qu'est-ce que ça apporte comme nouveauté maintenant? Eh bien, regardons quelques démos. On vous a préparé quelques démos. La première, ça va être de regarder le DAX Query View et son intégration. Donc ici, je suis sur un workspace. Je vais sur un sémantique model. Je peux écrire ici directement des requêtes en DAX. Donc c'est plutôt pratique si on connaît le DAX, mais si on ne connaît pas forcément comment rédiger du DAX, on a bien évidemment nos copilotes. Et notamment ici, on va pouvoir l'utiliser pour nous assister dans la rédaction de requêtes DAX. Alors, ça va me permettre ici d'exécuter des requêtes, mais pourquoi pas aussi de définir de nouvelles mesures, comme on le voit ici, d'éditer mon sémantique modèle, puisque une fois que j'ai écrit ma modification, je vais pouvoir l'appliquer à mon modèle. Donc, c'est plutôt aussi intéressant. Donc ici, j'actualise mon modèle, je crée une nouvelle mesure qui sera donc disponible pour l'ensemble de mes utilisateurs de mon modèle. Ici, je vais avoir des assistants qui vont me permettre de faire des requêtes assez rapides pour rédiger des requêtes en DAX. Ici, j'ai écrit cette requête-là, je vois le résultat. Admettons maintenant que j'ai envie de réutiliser ce résultat dans un rapport Power BI interactif. Ici, je vais pouvoir, avec la librairie SempyLab, donc on voit que je l'ai installé au préalable dans mon notebook, créer une URL qui permettra à l'utilisateur de naviguer directement dans cette DAX Query View avec finalement la requête DAX déjà inscrite pour pouvoir avoir le détail du résultat. Donc c'est plutôt intéressant. Une autre fonctionnalité assez récurrente en ce moment, des utilisateurs ont créé un modèle en direct lake au-dessus d'un warehouse, d'un lakehouse, et se rendent compte que ce mode direct lake finalement ne correspond pas parce qu'on va avoir des limites sur le mode direct lake encore, par exemple la création de colonnes calculées, même si on sait que c'est pas exceptionnel de créer des colonnes calculées. On a certaines limites, donc des utilisateurs veulent migrer du direct lake vers du mode import. Et donc encore une fois, après avoir installé ici la Semantic Link Lab, en une ligne de code, je migre mon modèle directement en mode import.
Alors, ça va me configurer la chaîne de connexion vers le SQL endpoint ici de mon lakehouse, puisque j'ai utilisé un lakehouse. Et donc, ici, si je vais voir maintenant mon modèle, je vais pouvoir me rendre compte que je suis passé en mode import sur toutes mes tables. Donc ici, il me dit qu'il faut configurer la chaîne de connexion. Donc, je vais aller voir cette chaîne de connexion. Donc, dans les settings, je vois qu'il ne peut pas se rafraîchir parce qu'il manque encore une étape, à savoir spécifier quel utilisateur sera utilisé pour faire le rafraîchissement de mon sémantique modèle. Donc ici, je crée cette connexion et je vais pouvoir lui spécifier une authentification méthode. Donc là, je me connecte au SQL endpoint de mon lakehouse en spécifiant l'utilisateur, ici admin 3, donc ce sera cet utilisateur qui sera utilisé pour le rafraîchissement de mon sémantique modèle dorénavant en mode import. Je vais pouvoir rafraîchir mon modèle et vérifier que tout va bien. Donc voilà comment on a pu basculer d'un mode direct lake dans un mode import assez rapidement. Donc je me rends compte que mon modèle occupe une certaine taille. Top, merci Romain, c'est super hein, tout ça. Donc ça aide vraiment les développeurs au quotidien, ça facilite les tâches. Est-ce que tu n'aurais pas, justement, j'ai un besoin au niveau de réaliser des backups de manière régulière, de manière automatique. Est-ce que tu n'aurais pas quelque chose pour m'aider au quotidien? Ben justement, regardons ça dans la prochaine démo. Ici, on va pouvoir utiliser la librairie, alors qu'on pouvait déjà le faire, hein, le backup restore via le XML endpoint. Là, on va utiliser la librairie SMPLab pour faire ce fameux backup and restore en Python depuis un notebook. Donc, j'ai ici mon blob storage dans lequel je vais effectuer mon backup. La première étape, c'est donc de configurer l'Azure Connection. Donc ici, je vais renseigner la souscription, le resource group et le compte de stockage. Donc il y a certains prérequis, hein, on mettra le lien vers la documentation plus bas. Une fois que c'est configuré, ben, je vais pouvoir utiliser cette même chaîne de connexion, et ce à partir d'un notebook. Donc encore une fois, hein, j'installe ma librairie et ici je fais usage de la fonction backup sémantique modèle en lui précisant le nom du fichier de backup, le workspace, le dataset. On voit qu'on peut le faire en batch sur X sémantique modèle, ça peut être intéressant pour se prévenir d'éventuelles modifications qu'on n'aurait pas souhaitées, et donc de pouvoir après le restaurer très simplement. Puisque là, mon backup, si je suis dans un modèle en mode import, je vais backuper, compresser les données directement sur ce compte de stockage. Donc ici, je vois que le backup a été effectué. On peut aller regarder dans le Storage Explorer la création du folder qui a été fait pour moi, et puis ce fameux fichier .abf qui contient l'ensemble de mon sémantique modèle. Et ici, comment restaurer? Donc je restaure dans un modèle stock model 2 à partir du même backup. Donc j'aurai ici dupliqué mon sémantique modèle. Donc ça peut être intéressant dans certains cas, avant peut-être de grosses modifications, pour éviter de faire un refresh full si je dois faire un retour en arrière, de backuper mon sémantique modèle. Donc je retrouve ici avec mon deuxième sémantique modèle. Top, merci Romain pour la partie backup, c'est super. Mais on n'aurait pas un truc pour versionner le code et puis aider les développeurs pour cette partie versionning? Eh ben oui, Semantic Link Lab contient pas mal de surprises. Donc ici, j'ai une autre démonstration où je vais avoir une capacité de démonstration qui va contenir trois espaces de travail. On les a préfixés avec 0,1 pour bien les suivre. Donc si j'ouvre un exemple de cet espace de travail, vous allez voir qu'on a pas mal de types d'éléments, des notebooks, des dataflow Gen 2, des sémantiques modèles, des rapports, et on n'a pas encore de connexion Git intégrée à ces espaces de travail. Donc, à l'aide de la librairie Semantic Link Lab, donc déjà, on a créé un type environnement où on a récupéré les deux librairies publiques de Semantic Link Lab et de PY GitHub.
qu'on va utiliser justement sur un notebook qui va nous permettre de faire un backup de notre code. Donc, on pense bien à changer l'environnement de notre notebook vers le SymPy environnement qu'on a créé et à bien importer le Semantic Link et le Semantic Link Lab. Donc, à l'aide de quelques fonctions custom, on a fait une définition pour initialiser un GitHub repo et récupérer le dernier commit. Et toujours à l'aide des fonctionnalités de Semantic Link, on va pouvoir lister les différents espaces de travail au sein de ma capacité, lister les différentes Git connections au sein de mon tenant et aller récupérer la liste complète des espaces de travail qui n'ont pas de connexion Git. Donc, on peut voir justement ici la liste complète de tous les Git connexions, que ce soit via Azure DevOps ou via GitHub. Et bien évidemment, nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la liste de ces trois espaces de travail sur lesquels on va travailler. Après qu'on ait récupéré cette liste d'espaces de travail, on va faire une boucle et on va créer un repo qu'on va préfixer avec 01 BKP pour backup. Et toujours, encore une fois, à l'aide de plusieurs fonctions de Semantic Link et de Semantic Link Lab, on va pouvoir créer, utiliser la fonction Connect Workspace to GitHub pour justement connecter un espace de travail à un repo GitHub. On va aussi pouvoir connecter ou se connecter au Git Connection et on a aussi la possibilité de faire un commit de certains items, tels que par exemple, je veux committer dans mon repo GitHub uniquement les sémantiques modèles ou uniquement les rapports ou uniquement les notebooks ou la totalité de l'espace de travail. Donc ici, justement, sur item kind, on a mis none parce qu'on veut committer l'ensemble des espaces de travail. Donc après avoir exécuté cette boucle sur mes trois espaces de travail, donc, on peut voir justement ici que sur chaque espace de travail, on va lister les différents items à committer. Encore une fois, là, mon but, c'est de faire un backup de l'ensemble des espaces de travail. Et si je bascule vers mon GitHub, on peut remarquer les trois repos qui ont été créés avec le préfixe 01 backup, avec les différents items supportés aujourd'hui pour le CI/CD dans Fabric. Et si je reviens justement et que j'ouvre un espace de travail que j'ai initialement présenté, on pense bien à rafraîchir la page, on va remarquer qu'on a pu mettre justement une guide connexion vers le repo 01 backup et que tous les items qui sont ici ont été synchronized. Pareil pour les autres item types tels que les notebooks ou les data pipelines, par exemple. Donc, on attend juste quelques minutes pour rafraîchir la page. Et là, on va récupérer la liste complète des items qui ont été synchronized avec le repo 01 backup. Et toujours, encore une fois, dans cette optique de backup de code, on va aussi pouvoir faire un restore de notre code. Donc, je reste toujours sur un autre notebook connecté à mon environnement SymPy. Et ici, je vais faire l'opération inverse, à savoir me connecter à un repo de backup dans GitHub et aller récupérer les informations, aller récupérer les items ou le code des items. Donc là, on va essayer de faire une loupe sur l'ensemble des repos qui avaient le préfixe 01 backup et sur l'ensemble de ces repos, on va utiliser encore une fois le Semantic Link pour créer des espaces de travail et pour connecter ces espaces de travail à notre repo et bien évidemment pour updater aussi le repo ou le Git avec le code qui existe dans notre Git repo. Donc, on exécute tout ça. On va faire pour une fois une loupe sur les trois repos 01 backup qu'on a vu ensemble. Et si je vais maintenant sur mes workspaces, on va voir que j'ai créé trois nouveaux espaces de travail 01 restored avec l'ensemble des éléments supportés, bien évidemment, sur la partie CI/CD de Fabric. Ils sont pareil connectés au repo 01 backup et tous mes items sont synchronisés. Top. Donc là, on a vraiment cette approche. Je veux backuper mon code et le restorer au besoin, ou je veux backuper le sémantique modèle avec ses données et le backuper par la suite. Je suppose que tu vas pouvoir gérer les branches aussi. Il y a la librairie. Oui, effectivement, sur la fonctionnalité Connect Workspace to GitHub,
Parmi les paramètres, on a la possibilité justement de renseigner la branche à laquelle on veut se connecter. Merci Manel, c'était top. Euh, un des besoins, c'est d'avoir un modèle master. Est-ce que tu as quelque chose, Romain, pour nous aider à avoir ça? Oui, en effet, on va voir comment cette librairie va pouvoir nous aider. Donc ici, je suis connecté à une SQL database. Je vais créer un modèle ici directement en mode import sur cette même base de données. Et j'ai créé ici une perspective. L'idée des perspectives, si on le rappelle, c'est de pouvoir sélectionner plusieurs colonnes, plusieurs tables d'un sémantique modèle pour avoir une vision peut-être un peu plus limitée à certains domaines, à certaines catégories de besoins dans un même modèle. Alors ici, je vais rafraîchir mon modèle qui est complet avec aussi ces différentes perspectives. Je vois que le modèle a pris un certain temps pour se rafraîchir. Vous allez comprendre que l'idée va être de créer un modèle secondaire à partir de cette perspective qui contient que deux tables et même un peu moins de colonnes sur chacune de ces tables. Donc ici, j'installe encore une fois la librairie Semantic Link Lab et je lui demande, à partir de la perspective, de déployer un sémantique modèle. Et donc, j'aurais pu le faire sur le modèle euh, entier, mais ici je choisis de déployer un modèle sémantique en prenant uniquement la perspective, à savoir quota. Et donc ça va me déployer un même modèle, mais que ayant les informations de cette perspective, donc les deux tables qu'on a citées. J'ai donc mon deuxième modèle ici, quota perspective. Je vais pouvoir lui demander de me le rafraîchir, puisque rappelons-le, on est en mode import. On va voir que le rafraîchissement va prendre beaucoup moins de temps, puisqu'il va rafraîchir uniquement les deux tables que j'ai sélectionné dans la perspective. Donc ici, c'est un exemple de comment monitorer le rafraîchissement depuis encore une fois la librairie Semantic Link Lab. Donc ici, on avait un modèle master, on l'a finalement dupliqué. Donc la donnée ici, elle est dupliquée. Mais ça répond à un besoin que d'avoir un modèle master avec la définition des queries, de la définition des tables en DAX, des mesures, etc., qu'on va dupliquer dans un sémantique modèle, ici enfant, avec, on le voit, ces deux tables uniquement. Super Romain. J'ai une autre fonctionnalité à présenter. Donc, on avait vu dans l'épisode 1 comment on pouvait lancer le Best Practice Analyzer sur un modèle sémantique dans Fabric. Et là, on a une fonctionnalité qui va permettre justement d'améliorer l'expérience et d'automatiser l'envoi d'un rapport basé sur les BPA, sur les Best Practice Analyzer, à un certain nombre d'utilisateurs. Donc, on va voir ça dans l'annexe démo. Donc là, ici, je suis toujours sur un notebook connecté à mon environnement SAMPI et je vais initier un certain nombre de variables, à savoir l'espace de travail que je veux scanner, le dataset que je veux scanner et à qui je veux envoyer les résultats de mon BPA. Je vais aussi initier un service principal où je vais récupérer l'ensemble du tenant ID, client ID, secret ID de mon Key Vault. Et je vais utiliser la fonction de Semantic Link Lab qui est Run Model BPA qu'on a vu sur l'épisode 1. Le résultat de ce run model BPA sera une data frame que je vais pouvoir retravailler pour créer un HTML que je vais pouvoir envoyer par mail. Et là, justement, la nouveauté, c'est cette fonction de graph send email qui va nous permettre justement d'envoyer à un certain nombre de destinataires un contenu HTML ou texte. Donc là, l'idée, encore une fois, c'est d'envoyer le résultat BPA en format HTML à mon utilisateur. Et on va voir justement à quoi ça pourrait ressembler. Donc là, on va avoir un titre en mode BPA Report pour le rapport finance et l'ensemble justement des recommandations sur la partie performance ou maintenabilité du modèle de données. Donc ça, c'est une fonctionnalité super qu'on peut justement automatiser et l'envoyer automatiquement aux différents propriétaires des modèles sémantiques. Jusqu'à présent, on a vu pas mal de nouvelles fonctionnalités sur la librairie Semantic Link Lab. Ce qu'on va vous présenter tout de suite avec Romain, c'est des scénarios et des use cases où vous pouvez justement jumeler avec l'ensemble des fonctionnalités des deux librairies SymPy et Semantic Link Lab pour justement monitorer un espace de travail, monitorer une capacité fabrique ou monitorer un tenant fabrique. Donc, on va commencer par le monitoring d'un espace de travail.
Super, merci Manel. Donc en effet, ici encore une fois, on installe la librairie sémantique LinkLab. Ici, on voit une fonctionnalité plutôt intéressante. Liste-moi les activités qu'il y a eu entre telle et telle date, uniquement en termes d'activités View Report. On imagine l'ensemble des activités. On va pouvoir comme ça, en tant qu'admin, les monitorer. C'est plutôt intéressant. Ou encore ici, lister les tenant settings. Pourquoi pas les sauvegarder pour les conserver dans le temps. Ou encore ici, lister les différentes connexions Comme qui existent. On va aussi, si on installe l'envoi des logs dans Log Analytics comme ceci, donc rappelons-le, ça va permettre de monitorer l'activité effectuée sur les sémantiques modèles dans Log Analytics. On va avoir différents templates disponibles qu'on va pouvoir installer qui vont nous permettre de monitorer finement qu'est-ce qui s'est passé, en combien de temps, qui a effectué les requêtes, l'usage des agrégations sur mes sémantiques modèles, etc. Donc une analyse plutôt très fine de toute l'activité au-dessus de mes différents sémantiques modèles ici d'un workspace ou de plusieurs workspaces. On a d'autres rapports templates qu'on peut pouvoir télécharger. Donc après avoir renseigné l'ID de mon workspace Log Analytics, je vais pouvoir aussi, comme ceci, monitorer certaines activités, faire des drill down, des drill through, et en plus de pouvoir requêter ces mêmes informations en KQL, si on sait les requêter en KQL. Mais bon, ici c'est plutôt intéressant, ça nous prémâche l'analyse, disons. Alors, autre nouveauté, maintenant, c'est le monitoring au-dessus d'un workspace avec l'envoi de ces événements dans une base de données dans le workspace lui-même, dans un artefact Event House. Ok, donc encore une fois, hein, le langage ce sera du KQL, et ici je vois toutes les activités. Alors contrairement au Log Analytics où je vais pouvoir centraliser plusieurs workspaces, ici je serai uniquement sur la visibilité du workspace en question, et la consommation de cet event house sera effectuée sur la capacité où est situé aussi mon workspace. Donc c'est aussi à prendre en compte. Et pareil, j'aurai ici un template pour monitorer, encore une fois, ici à partir du endpoint de mon event house, ces données plutôt que les analyser en KQL. Donc ici, je récupère le endpoint, je le renseigne et je vais avoir ce même genre de rapport pour regarder l'usage de mes sémantiques modèles de mon workspace. Donc n'hésitez pas à tester ces solutions. Vous pouvez aussi enrichir ces rapports qui sont là uniquement en tant que démonstration. top, tu peux même interagir avec la partie copilote, c'est super ça. Ouais, c'est plutôt intéressant pour requêter nos données. Et dernière démonstration ici en utilisant une librairie, un notebook qu'a développé Justine Martin et qui va nous permettre, à partir de ces mêmes données qu'on a dans l'Event House et d'autres informations via la librairie SMPy Lab, de détecter comment sont utilisés nos sémantiques modèles du workspace, mais aussi comment on pourrait les optimiser. Parce que si on est en direct lake, on va pouvoir regarder quels sont mes objets que j'ai dans mon one lake et est-ce qu'elles sont utilisées par mon sémantique modèle que je souhaite analyser ici finement. Donc j'ai téléchargé le notebook d'informations comme le nom de mon modèle que je souhaite analyser finement, un certain nombre de paramètres que je souhaite lui renseigner. Donc après là, j'ai un certain nombre de cellules en Python qui vont m'enrichir ces informations, sauvegarder ces données dans un lakehouse pour après créer un modèle en étoile pour analyser finement l'usage et la qualité de mon sémantique modèle. Quels sont ces objets en mémoire, etc. Donc on voit ici la sauvegarde de ces différents éléments. J'ai téléchargé le template fourni. J'ai copié finalement le endpoint de mon lakehouse. Et encore une fois, c'est un rapport qui me prémâche l'information. J'ai ici le lien pour retrouver mon sémantique modèle, mon rapport, et j'ai ici les différentes informations d'usage de mon modèle aussi, et pourquoi pas détecter les données que j'ai dans mon OneLake non utilisées dans mon sémantique modèle
et d'autres encore analyses. Donc c'est plutôt intéressant. Top, merci Romain. On pensera à vous mettre tous les liens GitHub et articles sur la section commentaires qu'on a utilisée pour les différentes démonstrations. Donc là, on vient de voir comment on peut monitorer un espace de travail à l'aide de la librairie Semantic Link Lab et on va enchaîner avec comment on peut monitorer une capacité fabrique. Donc on va voir comment on peut utiliser certaines fonctionnalités de Semantic Link Lab pour justement lister les différentes capacités fabriques avec les sémantiques modèles qui sont dedans, comment on peut aller requêter avec le DAX le modèle sémantique de la Fabric Monitoring App pour aller détecter les top consumers ou les bad acteurs qu'on va pouvoir justement analyser grâce au BPA et le Vertipack Analyzer. Et bien évidemment, par la suite, on pourra créer un rapport Power BI pour analyser ces top consumers et pourquoi pas automatiser certains envois d'alerte avec le activateur ou avec l'envoi des emails. Donc ici, j'ai une démonstration justement où on peut mettre en pratique tout ça. Donc on va avoir un espace de travail. Si on bascule sur la vue Lineage, on va voir qu'on va utiliser toujours notre environnement SAMPy. On a créé un lakehouse qu'on a appelé Ready for Tech et on va créer sur ce lakehouse un modèle sémantique, un rapport Power BI et on va enrichir le lakehouse avec notre Python, notre notebook Python Semantic Link capacité métrique. Donc, on va commencer par importer les deux librairies Semantic Link Lab et Semantic Link sur notre notebook. On va bien évidemment remettre les différents credentials de notre service principal qu'on va utiliser par la suite. Et grâce à ce service principal, on va lancer une activité admin, une activité de scan admin pour aller lister l'ensemble des capacités qui sont disponibles au sein de notre tenante et l'ensemble des datasets ou les sémantiques modèles qui sont disponibles au sein de notre tenante. Grâce à ces deux listes, on va justement lancer et exécuter une requête DAX sur le modèle de monitoring app. Pour le besoin de démonstration, je me suis limitée à une seule capacité. Donc là, on va récupérer l'ID de la capacité et on va faire justement normalement une boucle sur l'ensemble des capacités pour aller lancer le DAX query sur le modèle sémantique qui s'appelle Fabric Capacity Metric. On va utiliser la fonction, bien évidemment, Evaluate DAX et on peut même lancer la fonction que Romain avait présentée au préalable qui est Generate DAX Query View URL pour vérifier et aller voir le détail des top consommateurs au sein de notre capacité. Donc, on va exécuter cette cellule pour voir à quoi ça peut ressembler. Donc, on commence par exécuter le DAX sur la capacité ID. On va générer justement l'URL pour aller voir le DAX View. On va exécuter pour juste vérifier quels sont les items qui consomment le plus de CU au sein de la capacité. Donc ici, en l'occurrence, on est en train de lister tous les items ou tous les artefacts qui consomment des CU. Donc, on va retrouver les différents custo event house, les datasets, etc. Et pour mon besoin de démonstration, je veux me concentrer uniquement sur les top 20 consumers, sur les top 20. Donc, à l'aide d'une simple requête SQL, je vais créer une fonction window qui va me récupérer juste les 20 top consommateurs de ma capacité. Et une fois que j'ai cette liste, et grâce à la liste des jeux de données qu'on a récupérés au préalable, je vais aussi pouvoir récupérer le owner de ces jeux de données. Toujours dans le but de lui envoyer des alertes plus tard. Donc là, on utilise juste un Spark.SQL qui va requêter nos tables du Lakehouse pour aller récupérer l'ensemble de nos informations. Et ensuite, maintenant, sur chacun de ces artefacts ou de ces top consommateurs, on va lancer le Vertipack Analyzer. Donc ici, je vous ai proposé deux approches. Une approche simple, straightforward, et une approche un peu plus améliorée, où on va créer une fonction process Vertipack. La première, elle va faire le process Vertipack sur l'ensemble des top consommateurs. Et la deuxième, elle va d'abord vérifier s'il y a eu une modification ou un nouveau publish depuis le dernier refresh. Et Pour pareil, limiter l'impact, les c'est super fonctions. intéressant. Ouais. Exactement.
Et tout ça, c'est grâce aux différentes fonctionnalités de Semantic Link Lab. On a justement la possibilité d'aller lister l'history refresh de notre jeu de données. Et grâce à ça, on va pouvoir vérifier s'il y a eu une modification depuis le dernier scan. Donc là, on fait une loupe sur l'ensemble de nos datasets pour lancer le Vertipack Analyzer. On vérifie bien que l'ensemble des tables de Vertipack Analyzer Table, Model, Relationship, Hierarchy ont bien été créées sur notre Lakehouse. Et on fait pareil pour le BPA, pour le Best Practice Analyzer. Donc encore une fois, pour rappel, on a requêté notre capacité pour aller récupérer le top 20 des consommateurs. Et sur ces top 20, on a fait une loupe pour lancer le Vertipack Analyzer et le BPA. Et grâce à ça, on va pouvoir créer un modèle sémantique avec du direct lake vers notre lakehouse qui va récupérer l'ensemble des tables du Vertipack Analyzer, du BPA, de la liste des capacités, de la liste de nos datasets pour créer un rapport qui est focus sur le top consommateur de nos capacités. Bien évidemment, le rapport, vous allez pouvoir le personnaliser un petit peu comme vous voulez. On va pouvoir lister les différentes capacités, la consommation des CU par espace de travail par jeu de données, s'il y a des violations by rule grâce au BPA sur ces espaces de travail ou sur ces modèles de données et quelle est la taille. Et on va pouvoir analyser plus en détail la partie BPA et la partie Vertipack Analyzer en créant d'autres pages qui sont focus sur ces éléments. Donc là, vraiment, on est en train d'utiliser plusieurs fonctions de la librairie Semantic Link Lab pour avoir un scénario complet d'un monitoring d'une capacité ou de plusieurs capacités de votre tenant de fabrique. Et toujours dans cette optique de BPA et de Vertipack Analyzer, une petite nouveauté, si vous ouvrez un modèle sémantique sur le service, on a aujourd'hui ces nouveaux boutons qui nous permettent de lancer le BPA, de lancer le Memory Analyzer et d'avoir accès à des notebooks de la communauté. Donc, grâce à ces boutons, on a la possibilité justement de lancer directement, grâce au Semantic Link Lab, un BPA Analyzer sur le modèle sémantique ou le Vertipack Analyzer sur le modèle sémantique. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker notre notebook galerie. Vous allez trouver plusieurs notebooks qui vont vous aider dans l'automatisation de plusieurs tâches. Par exemple, comment je peux me connecter à mon Tom, comment je peux utiliser un service principal pour aller lancer des scans admin de notre tenant et plusieurs d'autres notebooks de notre communauté. On a parlé de la partie workspace, on a parlé de la partie capacité et la partie tenant, on en parle, Romain? Oui, alors regardons ce qu'on a pour les administrateurs de tenant. Il y a une nouvelle solution, la librairie FWAM. Donc c'est un notebook qu'on va pouvoir installer sur un workspace. Après configuration, il va nous installer un certain nombre d'assets qui va nous permettre de monitorer le tenant, les capacités, etc., etc. Regardons une démo dans la prochaine slide. Donc ici, j'ai été sur la librairie, sur le repository GitHub de la solution. Vous avez un certain nombre d'étapes pour installer. C'est pas très compliqué. Il y a même une petite vidéo qui vous explique. Et après avoir déployé ce notebook, configurer un service principal, on va pouvoir l'utiliser. Donc ici, je suis sur mon portail Entra ID. J'ai créé mon application que j'ai rajouté dans un groupe FWAM. OK. Et puis après, j'ai été rajouté dans ce groupe mon service principal. J'ai été dans la partie tenant settings, autoriser ce service principal à exécuter des REST API. Maintenant que c'est configuré, je vais pouvoir exécuter le notebook qui va m'installer les différents objets. Vous voyez ici la liste des objets qui ont été créés. Donc, en gros, ça va exécuter des pipelines. Ces pipelines, si on rentre à l'intérieur de chacune de ces étapes, vont faire appel au REST API Microsoft Fabric. Ici, par exemple, pour avoir les différentes capacités. Après, on a un notebook qui va alimenter notre lakehouse, qui va enrichir nos données, qui va nous permettre après de pouvoir les analyser en direct lake. Donc, vous voyez ici l'ensemble des tables qui a été créé. Donc, je vais pouvoir monitorer les activités, les capacités, les data marts, etc., etc. Alors, ils ont pré-mâché l'analyse puisqu'on a directement des rapports qui sont aussi installés pour nous.
ces rapports vont vivre, ces fonctionnalités vont évoluer, donc n'hésitez pas à le télécharger. Ils vont mettre des notebooks pour actualiser une fois que c'est déjà déployé. Donc ici, on voit les différents. Alors sur mon tenant, ça représente pas beaucoup d'activités, mais parce que c'est mon tenant perso. Mais sur un tenant d'entreprise, on va retrouver vraiment des informations pertinentes pour les admins. Ici, par exemple, pour suivre les tenant settings. Donc c'est plutôt intéressant. Encore une fois, c'est une solution ici que vous pouvez vous approprier, modifier et donc finalement créer des premières solutions de monitoring au niveau du tenant. On a différents rapports. Encore une fois, vous pouvez les customiser ou vous pouvez en créer d'autres. Et pour rappel, justement, ce monitoring de tenant utilise les librairies Semantic Link Lab. Tout à fait. Ici, on a même des pages pour analyser l'utilisation des capacités. Si elles sont trop surchargées, pour pouvoir identifier les bad actors. On va pouvoir analyser directement ici certains sémantiques modèles. Par exemple, on y retrouve ici le storage format, les activités effectuées sur ce modèle. Bref, c'est vraiment une solution assez complète, hein. Et puis le design est plutôt sympa des rapports qu'ils ont créés au-dessus. Ouais. Merci. C'était super cette présentation. Elle était très enrichissante. Elle était bien remplie. Je vois que vous en avez même encore sous le coude ou sous le pied. Vous choisissez, hein. Vous rayez la mention inutile. Il y a plein d'autres points que j'aurais aimé encore voir avec vous, parce que je vois qu'il y a des nouvelles fonctions qui sont encore disponibles, notamment le Sell Report aspect VIP. Je crois que Romain, tu as même encore des trucs à nous dire par rapport à ça. Ouais, c'est super intéressant, d'autant plus qu'il y a certains rapports qu'on peut pas télécharger parce que modifiés avec le XML endpoint, là ça nous offre une solution, donc c'est plutôt intéressant. Et comme tu dis, on en aurait plein d'autres fonctionnalités à vous montrer. Je pense qu'on reviendra dans un troisième épisode, Manel. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, stay tuned. Super. Eh ben, merci à tous. N'oubliez pas les petits pouces pour dire que vous aimez, et puis à vous abonner. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao.